Mes parents ont exigé d'être ajoutés à l'acte de propriété de ma maison, même s'ils n'ont rien payé. Ils prétendaient que je leur devais tout, sous prétexte qu'ils m'avaient élevé, et affirmaient que la maison devait être considérée comme une propriété partagée. Je suis un homme de 32 ans, et je dois commencer par expliquer exactement quel genre de personnes sont mes parents. Pas la version édulcorée que l'on raconte à ses collègues, mais la vérité brute, à propos de deux individus qui ont traité le fait d'avoir un enfant comme un investissement, sur lequel ils attendaient des dividendes à vie. Imaginez la scène. Le 14 septembre 2023. Je suis assis dans le bureau d'une société de titres de propriété, au centre-ville de Denver, sur le point de signer pour ma première maison. Pas un appartement, pas un condo, mais une vraie maison, avec une cour, une hypothèque, et tout ce qui accompagne la vie d'un véritable adulte. Je parle d'un modeste ranch de 3 chambres, situé dans le quartier de Washington Park. Rien d'extravagant, mais, dans ce marché, le prix de 850 000 € ressemblait presque à un vol, comparé au prix de vente des propriétés similaires. Je venais d'avoir 32 ans quelques mois plus tôt, et je gagnais enfin 214 000 € par an, en tant que coordinateur logistique principal, pour une grande entreprise du secteur de l'énergie, basée au Denver Tech Center. Le travail était exigeant, mais bien rémunéré, et, après des années d'efforts acharnés, j'avais économisé suffisamment pour un apport initial solide. La maison en elle-même était un classique des années 1950. Un extérieur en briques rouges typique de Denver, des parquets d'origine qui avaient juste besoin d'être rénovés, un sous-sol aménagé que je prévoyais de transformer en bureau à domicile, et une cour arrière orientée à l'ouest, face aux montagnes. Après des années à jeter 2800 € par mois, dans des locations aux murs fins comme du papier, avec des voisins qui faisaient la fête chaque nuit comme au Nouvel An, cela me semblait être la ligne d'arrivée. J'avais travaillé 14 années d'affilée, depuis mes 18 ans, pour en arriver là. Pas d'argent familial, pas de fonds en fiducie, pas de riche oncle pour me laisser un héritage inespéré. Juste de la pure détermination, des décisions intelligentes, et le refus d'abandonner, même quand les choses devenaient brutales. L'agente chargée des titres, une femme très professionnelle d'une 40aine d'années, avec des lunettes de lecture et une attitude sérieuse, venait de me remettre les derniers documents, quand c'est arrivé. La porte de la salle de conférence s'est ouverte avec fracas. Pas un coup à la porte, pas d'annonce, juste la porte claquant contre le mur, comme si quelqu'un faisait une descente dans les locaux. Ma mère est entrée la première, en se dandinant. À 59 ans, elle avait perfectionné cette expression, située quelque part entre la fausse gaieté, et un ressentiment à peine dissimulé. Elle portait une bouteille de vin mousseux bon marché, le genre que l'on trouve dans les stations-service pour quelques euros, la brandissant bien haut, comme si elle avait apporté un grand cru pour célébrer ça avec moi. Mon père suivait derrière, à 62 ans, les mains enfouies dans les poches d'un short cargo, qui comportait des taches que je ne préférais pas identifier. Ses yeux balayaient déjà la pièce, avec ce regard calculateur qu'il prenait toujours, lorsqu'il évaluait une situation pour en tirer un profit potentiel. Ils n'ont pas attendu les présentations, ni même reconnu qu'il venait de faire irruption dans une réunion d'affaires privée. Ma mère a posé la bouteille sur la table de signature, comme si elle livrait les joyaux de la couronne. Félicitations, chérie. Nous avons appris par ton cousin, sur Facebook, que tu achetais une maison. C'est une énorme nouvelle. Mon père a hoché la tête, sortant déjà son téléphone à l'écran fissuré, apparemment pour documenter ce moment. Ouais, mon grand. Vraiment fier de toi. Bon, à propos de l'acte de propriété, cependant. Nous nous sommes dit que, puisque nous sommes une famille, tu devrais nous ajouter comme copropriétaire, tu sais, pour te protéger, au cas où il t'arriverait quelque chose. L'agente des titres s'est figée au milieu de sa phrase, son stylo planant au-dessus d'un formulaire qu'elle examinait. La température dans la pièce a semblé chuter d'une bonne vingtaine de degrés. Je me suis contenté de les dévisager. Tout le bureau sentait le café froid, mélangé à ce parfum bon marché que ma mère portait depuis que j'étais adolescent. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nous. Le temps a semblé ralentir, pendant que mon cerveau essayait d'assimiler ce qui venait de se passer. « Pardon ?» ai-je dit, en gardant une voix bien plus calme que ce que je ressentais réellement. Ma mère a fait un geste de la main, d'un air dédaigneux. Ses ongles en acrylique, qu'elle ne pouvait pas vraiment s'offrir, cliquetaient les uns contre les autres. Oh, allez, Brett. Nous avons toujours parlé de ça. La famille est de la famille, n'est-ce pas? Tu ne serais même pas là, sans nous pour t'élever. Et l'immobilier à Denver a augmenté de quelque chose comme 42%, depuis le début de tout ça.
C'est vraiment très intelligent d'avoir nos noms sur la propriété, aussi. De cette façon, s'il t'arrive quelque chose, ça reste dans la famille, à sa juste place. Mon père s'est penché en avant sur la table, comme s'il possédait déjà une partie des lieux. Exactement. Et honnêtement, mon fils, nous avons eu des difficultés ces derniers temps. Mon dos est terrible depuis cette blessure, il y a des années, et j'attends toujours l'approbation de mon invalidité. Les paiements de notre camping-car nous rongent de l'intérieur. Cela pourrait vraiment nous aider à sécuriser notre retraite. J'ai carrément éclaté de rire. Pas un petit rire poli, mais le genre de rire qui vient des tripes, et qui tranche à travers les absurdités, comme un couteau chaud dans du beurre. L'agente des titres s'est raclé la gorge et s'est excusée, fuyant presque de la pièce en courant, pour aller soi-disant vérifier de la paperasse. C'est à ce moment-là que les masques sont complètement tombés. Le faux sourire de ma mère a disparu instantanément. Ses yeux froids et calculateurs, capables de repérer une vente de liquidation à 50 mètres de distance, se sont plissés. Ne joue pas à ça avec nous, Brett. Nous savons exactement combien tu gagnes. Ton cousin nous a montré cette publication LinkedIn, à propos de ta promotion du trimestre dernier. 214 000 €, plus les options d'achat d'actions, et les bonus. Tu penses vraiment que tu vas garder tout ça pour toi, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Mon père est intervenu, la voix montant dans les tours, avec cette pointe d'arrogance que j'avais entendue toute ma vie. Nous t'avons élevé pendant 18 ans. Cela représente au moins 388 000 €, en valeur actuelle. Et encore, c'est une estimation prudente. Juste pour la nourriture, les vêtements, et le toit sur ta tête. Tu as une dette envers nous, mon fils. Et c'est comme ça que tu vas la rembourser. Nous y voilà. Le registre de compte. L'ardoise permanente, qu'il tenait méticuleusement à jour, depuis le jour de ma naissance. Laissez-moi vous ramener en arrière, pour que vous compreniez exactement à quel genre de personne j'ai affaire ici. J'avais 6 ans, lorsque ma mère m'a fait pour la première fois le discours sur le coût de mon existence pour eux. C'était à Noël, en 1997. J'avais demandé une PlayStation, comme les autres enfants de l'école. À la place, j'ai reçu une Game Boy Color d'occasion, même pas neuve, d'occasion, et j'ai eu droit à une leçon de morale de 3 heures sur la responsabilité financière, et sur le coût réel de l'éducation d'un enfant. Elle avait un carnet, un véritable carnet à spirale, où elle notait chaque dépense me concernant. La nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, les coupes de cheveux. Tout avait un prix, et tout était ajouté à ma dette invisible. Quand j'ai eu 12 ans, et que j'ai demandé si je pouvais jouer au football, mon père m'a fait asseoir avec une calculatrice, et m'a montré ligne par ligne combien ils avaient investi en moi, en comparant cela avec ce que les enfants en famille d'accueil recevaient gratuitement. Les crampons que je voulais étaient trop chers. Mais plus important encore, je devais être reconnaissant pour ce que j'avais déjà, car la plupart des enfants n'avaient pas ce que j'avais. À 15 ans, j'ai commencé à tondre des pelouses dans le quartier, pour gagner mon propre argent. Chaque euro que je gagnais allait dans ce qu'ils appelaient le fonds universitaire de Brett, un compte d'épargne à mon nom, mais qu'ils contrôlaient. Au moment où j'ai eu besoin d'acheter des livres de préparation au SAT, et de payer des frais d'inscription universitaire, ce compte avait été mystérieusement vidé. L'argent avait servi à d'autres dépenses familiales importantes, qui ne m'ont jamais été expliquées. En réalité, ils n'étaient pas pauvres, soit dit en passant. C'est d'ailleurs ce qui rend toute cette situation encore plus exaspérante. Mon père avait commencé à percevoir une sécurité sociale de 6 241 200 € par an, grâce à une retraite anticipée. Ma mère travaillait à temps partiel comme caissière à l'épicerie du coin, gagnant environ 18 000 € par an. Bien qu'elle menaçât constamment de démissionner, parce qu'elle avait mal aux pieds, et que les managers étaient toujours sur son dos pour un oui ou pour un non. Ils étaient propriétaires de leur maison à Aurora, sans aucune hypothèque. C'était un endroit qu'ils avaient acheté en 1998 pour 142 000 €, et qui valait maintenant près de 380 000 €, sur le marché actuel. Mais ils refusaient de déménager dans plus petit, ou de puiser dans ce capital, parce que, selon eux, la valeur de l'immobilier augmente toujours, et nous pourrions en avoir besoin un jour. Au lieu de cela, en 2019, ils ont contracté un prêt de 72 000 €, à près de 9% d'intérêt, pour acheter un camping-car ridicule. Leur raisonnement était, nous méritons de voir l'Amérique, avant de mourir. Pendant ce temps, durant mes années universitaires, je mangeais des nouilles ramen 4 soirs par semaine,
tout en travaillant 36 heures hebdomadaires dans le commerce de détail, et en suivant 18 heures de cours. J'ai obtenu mon diplôme sans aucune dette, uniquement parce que je me suis battu pour obtenir chaque bourse, et chaque subvention possible. Ils ne m'ont jamais aidé à remplir un dossier. Ils ne m'ont jamais rappelé les dates limites. Ils n'ont jamais relu mes dissertations. Chaque réussite dans ma vie s'accompagnait d'une dose de ressentiment de leur part. De bonnes notes? Eh bien, l'école a toujours été facile pour toi. Accepter dans une bonne université? Ça doit être bien d'avoir ces opportunités que nous n'avons jamais eues. Décrocher mon premier vrai boulot? J'espère que tu te souviendras de qui t'a élevé, quand ces chèques commenceront à tomber. La manipulation financière ne s'est jamais arrêtée. Elle a simplement évolué, vers quelque chose de plus sophistiqué. Après l'université, quand j'ai eu mon premier appartement, ils m'appelaient pour des urgences, tous les quelques mois. Chaque appel suivait le même scénario. La voiture avait besoin de réparation, qu'ils ne pouvaient pas se payer. Toujours quelque chose de catastrophique, comme la transmission ou une panne de moteur. Des factures médicales qu'ils ne pouvaient pas régler. Des restes à charge et des ordonnances, qui tombaient toujours, comme par hasard, la semaine exacte où je recevais mon salaire. Le paiement du camping-car était en retard, et ils étaient menacés de saisie. Cela arrivait au moins 4 fois par an, bien que je sache pertinemment qu'ils recevaient des versements réguliers de la sécurité sociale. À chaque fois, ils me faisaient culpabiliser, pour que je leur envoie de l'argent dont je pouvais à peine me passer. Cet argent disparaissait dans le trou noir de leurs mauvaises décisions financières, sans aucune justification, ni aucune gratitude, si ce n'est un texto de remerciement purement mécanique. Je tenais les comptes, cependant. Chaque euro que je leur ai envoyé au fil des années, je l'ai documenté dans une feuille de calcul, avec les dates, les montants, et les raisons qu'ils avaient invoquées. Au moment où j'ai eu 30 ans, je leur avais donné près de 28 000 euros, sous forme de soi-disant prêts d'urgence, qui n'ont jamais été remboursés, et qui n'ont même jamais été reconnus comme des prêts. 28 000 euros, qui auraient pu constituer mon apport pour ma maison, des années plus tôt. Le pire, c'était de les regarder publier des photos sur les réseaux sociaux. Des dîners au restaurant, de nouveaux achats, des voyages au casino avec des amis, tout en prétendant être pauvres avec moi. Ils allaient manger dans des restaurants grill le vendredi, puis m'appelaient le lundi matin, pour me dire qu'ils n'avaient pas les moyens de faire les courses. Le décalage entre leur style de vie, et leur prétendue situation financière, était tout simplement stupéfiant. Quand j'ai finalement arrêté d'envoyer de l'argent, vers l'âge de 29 ans, les appels sont devenus plus méchants. Mon père a commencé à laisser des messages vocaux, parlant de loyauté familiale, et affirmant que je leur avais tourné le dos. Ma mère envoyait de longs textos, expliquant à quel point elle était blessée que je me fiche de les voir souffrir. Ma famille élargie a commencé à s'en mêler. Des oncles et des tantes m'appelaient, pour me faire la morale sur la nécessité d'aider mes parents en difficulté. Aucun d'entre eux ne connaissait toute l'histoire, bien sûr. Ils n'avaient que la version de mes parents, parlant de leur fils ingrat, qui gagnait très bien sa vie, mais qui refusait d'aider ses pauvres parents en détresse. La réalité, à savoir que je leur avais déjà donné plus que ce que je pouvais me permettre, pendant qu'ils dilapidaient tout, n'a jamais fait son chemin dans ces conversations. Mais ce moment, assis dans ce bureau des titres, avec eux qui exigeaient d'être ajoutés à mon acte de propriété, c'était différent. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une véritable tentative de vol, déguisée en obligation familiale. L'agente des titres a prudemment passé la tête dans la pièce, et j'ai levé la main pour l'arrêter. « Donnez-moi 5 minutes. » Mais ma mère n'en avait pas fini avec sa performance. Elle s'est penchée en avant, son parfum entêtant me faisant pleurer les yeux. « Voici comment ça va se passer, Brett. Tu nous ajoutes à l'acte de propriété aujourd'hui, ou bien nous allons te rendre la vie très difficile. Nous connaissons des avocats. Des avocats bon marché, peut-être, mais des avocats tout de même. Nous déposerons des plaintes, nous contesterons tout, et nous te rendrons la vie misérable. Tu te souviens de ce qui est arrivé à ta cousine, quand elle a essayé d'acheter ce condo. Elle faisait référence à ma cousine, du côté de mon père, qui avait acheté une propriété 2 ans plus tôt. Mes parents l'avaient harcelée, avec de fausses plaintes au syndicat de copropriété, et des lettres falsifiées, jusqu'à ce qu'elle craque, et ajoute sa propre mère à l'acte, juste pour qu'il s'arrête. Ils étaient fiers de cette histoire, et ils la racontaient lors des réunions de famille, comme si c'était quelque chose dont on pouvait se vanter. Mon père a alors sorti ce qu'il pensait être l'arme nucléaire. Et n'oublie pas l'argent de ta grand-mère.
Nous savons qu'elle t'a laissé quelque chose, dans ce fonds en fiducie. Ta mère a des droits de sang sur cet héritage. Nous pouvons contester tout ça, devant les tribunaux. C'est à ce moment-là que j'ai souri. J'ai vraiment souri, pour la première fois depuis qu'ils avaient franchi la porte, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ma grand-mère, la mère de mon père pour être exact, s'appelait Dorothy Campbell. Née en 1937, dans le Colorado rural, à la toute fin de la Grande Dépression. Elle était arrivée à Denver en 1962, avec 400 € en poche, un niveau scolaire de CE2, et une détermination à soulever des montagnes. Elle a passé 40 ans à nettoyer des maisons, dans les quartiers riches de Cherry Creek et de Hilltop. Elle gagnait de quoi vivre, tout en étant traitée comme si elle était invisible, par ces mêmes personnes dont elle récurait les toilettes, et dont elle lavait les sols. Je me souviens qu'elle me racontait des histoires sur ses premières années. Comment elle prenait 2 bus pour se rendre au travail, parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter une voiture. Comment elle apportait son déjeuner dans un sac en papier, parce qu'acheter à manger à Cherry Creek coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en 1 heure. Comment les familles riches laissaient l'argent liquide sur le comptoir, au lieu de le lui remettre directement en main propre, comme si un contact physique avec la femme de ménage risquait de les contaminer. Mais grand-mère Dorothy était intelligente. Vraiment intelligente, et d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'éducation formelle. Elle observait de très près ces familles riches. Elle écoutait leurs conversations sur les investissements et l'immobilier, pendant qu'elles nettoyaient leur cuisine. Elle lisait leurs exemplaires jetés du Wall Street Journal, en sortant leurs poubelles. Et elle s'est formée, toute seule, sur la valeur de l'immobilier et les tendances du marché, en utilisant leurs propres ressources abandonnées. Elle a acheté son premier duplex dans le quartier de Five Points, en 1978, pour 48 000 € en espèces. De l'argent qu'elle avait littéralement économisé, en le cachant dans des boîtes de café réparties un peu partout dans son minuscule appartement, parce qu'elle ne faisait pas confiance aux banques, après avoir grandi pendant la dépression. Ce duplex générait des revenus locatifs, sur lesquels elle vivait, pendant qu'elle économisait chaque centime supplémentaire de ses emplois de nettoyage, refusant catégoriquement de toucher au capital. La famille riche pour laquelle elle travaillait pensait qu'elle n'était qu'une femme de ménage sans éducation de plus. Ils n'avaient aucune idée qu'elle était en train de bâtir un empire, une propriété à la fois, pendant qu'eux dépensaient leur richesse héritée, dans des choses qui se dépréciaient. Au cours des 37 années suivantes, elle a acheté, rénové, et revendu des propriétés à travers tout Denver. Elle a appris à repérer les quartiers sous-évalués, avant qu'ils ne s'embourgeoisent. Elle savait quelle zone était sur le point d'exploser, en se basant sur le développement des infrastructures, et les modèles d'investissement des entreprises. À force d'observation, en 2015, elle possédait 11 propriétés éparpillées à travers la ville. Toutes entièrement payées, et d'une valeur combinée de 4,8 millions €, lorsqu'elle est décédée en mars 2018. Elle avait accompli plus de choses, avec son niveau de CE2 et une serpillière, que mes parents n'en avaient jamais accompli, malgré tous les avantages que je n'avais jamais eus. Ma mère comptait sur cet héritage, depuis le premier diagnostic de cancer de ma grand-mère, en 2014. J'avais surpris des conversations. Ma mère et mon père discutaient de la façon dont ils allaient se partager l'argent, de ce qu'ils allaient acheter en premier, et du fait que leurs problèmes financiers seraient enfin terminés. Mes grand-mères Dorothy lisaient en eux comme dans un livre ouvert. Elle avait observé la façon dont ils m'avaient traité, pendant toute mon enfance. Elle les avait vus tenir un registre, sur le coût de mon existence. Elle les avait vus me culpabiliser, parce que j'avais des besoins de base. Elle les avait vus s'attribuer le mérite de mes réussites, tout en me reprochant simultanément d'avoir réussi. 6 semaines avant sa mort, en février 2018, à l'âge de 80 ans, et avec un esprit toujours aussi vif malgré le cancer, elle a appelé son avocat spécialisé en succession. Il s'appelait Walter Harrison. C'était un homme qui avait géré ses transactions immobilières pendant des décennies, et en qui elle avait une confiance absolue. Ensemble, ils ont créé un fonds en fiducie irrévocable, comprenant 1,2 million € en espèces et en titres, qui devait être conservé dans le fonds, et m'être versé pour mon 30e anniversaire, en juillet 2021. Les propriétés restantes devaient être vendues, et les bénéfices répartis entre 3 organisations caritatives, qu'elle soutenait depuis des années, et mon cousin, du côté de ma mère, qui avait réellement passé du temps avec elle, au cours de ces dernières années. Mes parents ont reçu exactement 1 € chacun. C'est le minimum légal requis, pour éviter les contestations affirmant que le testament était invalide, pour cause d'oubli accidentel d'un héritier. Ils ont tout de même essayé de le contester.
Ils ont dépensé 38 000 € pour un avocat spécialiste des successions, qui a pris leur argent, et n'a absolument rien accompli. Le juge a rejeté leur affaire en 22 minutes, en citant des preuves claires que grand-mère était saine d'esprit, et qu'elle avait formulé ses souhaits de manière explicite. L'apport initial de 20% pour ma maison, ce chèque de 170 000 € que j'avais rédigé, provenait directement de ce versement de la fiducie, à mes 30 ans. Assis là, dans ce bureau des titres, à regarder mes parents essayer de m'intimider, pour que je les ajoute à mon acte de propriété. J'ai plongé la main dans ma mallette, et j'en ai sorti une enveloppe, que je portais sur moi tous les jours, depuis que la date de signature avait été fixée. Un papier de couleur crème, avec un sceau doré du cabinet d'avocats Harrison et Associés. Ceci, ai-je dit calmement, en le posant sur la table entre nous, comme on abat une quinte flush royale, c'est la raison pour laquelle vous ne toucherez jamais, au grand jamais, à cette maison, ou à quoi que ce soit d'autre qui m'appartienne. Ma mère a arraché l'enveloppe la première, ses ongles en acrylique la déchirant, pendant que mon père se bousculait par-dessus son épaule. La première page, fiducie irrévocable de Dorothy Campbell. Bénéficiaire, Brett Thomas Campbell uniquement. La deuxième page contenait la clause que grand-mère avait spécifiquement ajoutée, après que mes parents eurent tenté d'emménager dans sa maison en 2017, sous prétexte de s'occuper d'elle. Le langage utilisé était simple, et dévastateur. Dans le cas où mon fils, Richard Campbell, ou son épouse, Patricia Campbell, tenterait d'interférer avec, de contester, ou de faire une quelconque réclamation à l'encontre de cette fiducie, ou de tout actif acheté à l'aide des fonds de la fiducie. Incluant mais sans illimiter les biens immobiliers, ils seront considérés comme m'ayant prédécédé, pour toutes les fins de distribution. La troisième page détaillait la façon dont le versement initial de 170 000 € pouvait être tracé, directement jusqu'au fond, rendant ainsi la propriété complètement intouchable, en vertu de la clause de non-contestation. Le visage de ma mère est passé du rouge au violet, puis à presque blanc, en l'espace de 10 secondes. C'est un faux. Ta grand-mère ne ferait jamais. Elle ne ferait pas ça à sa propre famille. Appelle Walter Harrison, ai-je répondu, en faisant glisser sa carte de visite sur la table. Il s'attend à recevoir un autre appel de ta part. Par contre, je devrais préciser, il facture maintenant 400 € de l'heure pour les consultations. Mon père a explosé. Il a frappé du poing sur la table, assez fort pour faire sursauter les papiers. Espèce de petit manipulateur. Il s'est retenu de justesse. Tu l'as empoisonné contre nous. Tu l'as monté contre son propre fils. En fait, ai-je répliqué, la voix d'un calme mortel, elle s'est empoisonnée elle-même contre vous. Vous vous rappelez Noël 2016, quand tu lui as dit que, si elle ne t'ajoutait pas à ses actes de propriété, tu la ferais déclarer incompétente, et la placerais dans une maison de retraite? Elle a enregistré cette conversation. C'est la pièce à conviction C, dans les documents de la fiducie. Ils ont tous les deux perdu leur couleur d'un seul coup, comme si quelqu'un les avait débranchés. L'agent des titres est revenu dans la pièce. Son masque professionnel était fermement en place, mais ses yeux montraient qu'elle avait tout entendu, à travers la porte. Monsieur Campbell, procédons-nous à la signature aujourd'hui? A-t-elle demandé. Avec uniquement votre nom sur le titre de propriété, comme prévu initialement? Oui, ai-je dit, en ramassant le stylo avec un grand geste. Brett Thomas Campbell, unique propriétaire. J'ai signé de mon nom chaque document qui nécessitait une signature. Chaque coup de stylo ressemblait à un acte de liberté. Ma mère s'est mise à pleurer. Ses sanglots bien exercés, qu'elle avait perfectionnés au cours de décennies de manipulation. Le genre de sanglots qui semblent sincères, jusqu'à ce que vous les ayez entendus 1 millier de fois, et que vous réalisiez qu'ils n'apparaissent que lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Comment peux-tu faire ça à ta propre mère, après que je t'ai porté pendant 9 mois, après tout ce que nous avons sacrifié? Tu m'as porté pendant 9 mois, ai-je répondu, en continuant de signer la paperasse sans lever les yeux, puis tu as passé les 32 années suivantes à essayer de percevoir des intérêts sur cet investissement. Considère que le compte est fermé. Ils sont partis environ 20 minutes plus tard, après que l'agente des titres ait demandé à la sécurité de les escorter hors du bâtiment. Je pouvais entendre ma mère crier dans le parking, hurlant à la maltraitance des personnes âgées, et menaçant de poursuivre tout le monde en justice. Je suis sorti de ce bureau avec les clés de ma maison. Ma maison, cliquetant dans ma poche. L'agente des titres m'a serré la main, et a dit doucement, « Félicitations. Et, pour ce que ça vaut, vous avez géré cela bien mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. » Cette nuit-là,
j'ai marché à travers ma maison vide. Pas encore de meubles, juste des échos, et un monde de possibilités. Je me suis tenu dans la cour arrière, regardant le coucher du soleil peindre les montagnes en orange et en rose, et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mais bien sûr, puisqu'il s'agit de mes parents, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 3 mois plus tard, le 28 décembre 2023, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert, pour y trouver un huissier tenant des documents. Mes parents me poursuivaient en justice. La plainte était purement délirante. Ils affirmaient que j'avais exercé une influence indue sur grand-mère Dorothy, qu'elle était sénile et incompétente lorsqu'elle a signé les documents de la fiducie, et que l'intégralité du fonds était invalide et devait être annulée. Ils voulaient que le tribunal déclare que ma maison avait été achetée avec des fonds frauduleux. Ils exigeaient de forcer sa vente, afin que les bénéfices soient divisés en 3, entre 2 et moi. Ils avaient trouvé un avocat prêt à prendre l'affaire au résultat. Un genre de type qui faisait de la publicité sur les bancs d'abribus, et qui avait un numéro vert. L'audience a été fixée au 11 juin 2024, au tribunal du comté d'Arapahoe. J'ai engagé Walter Harrison pour 15 000 €, afin d'assurer ma défense. De l'argent bien dépensé. Il s'est avéré que les mois précédant l'audience ont été une véritable leçon magistrale de harcèlement, qui aurait impressionné un harceleur professionnel. Mes parents envoyaient des lettres recommandées chaque semaine. Des enveloppes épaisses qui nécessitaient ma signature, chacune remplie d'affirmations de plus en plus désespérées et contradictoires. Une semaine, j'étais un monstre manipulateur, qui avait lavé le cerveau de grand-mère. La semaine suivante, j'étais un jeune homme confus, qui ne comprenait pas la complexité des obligations familiales. Il n'arrivait pas à garder une version cohérente, mais il maintenait une pression constante. Il laissait des messages vocaux, allant des sanglots d'excuses aux menaces pures et simples. Ma mère appelait avec des numéros inconnus. J'en bloquais un, et elle appelait d'un autre numéro le lendemain, laissant des messages expliquant que tout cela la tuait, qu'elle ne pouvait plus dormir, et que le stress détruisait sa santé. Mon père enchaînait ensuite avec des diatribes en colère, sur le fait que je détruisais l'héritage familial, et que je le regretterais pour le reste de ma vie. Le groupe Facebook qu'ils ont créé, Justice pour Richard et Patricia, était à la fois hilarant et dérangeant. Ils y publiaient leur version des faits, plusieurs fois par jour, me dépeignant comme un petit-fils diabolique, qui avait volé leur héritage légitime par la manipulation et les mensonges. Ma mère écrivait ces longues publications décousues, racontant comment grand-mère Dorothy avait toujours aimé son fils, et comment j'avais empoisonné cette relation, au cours des dernières années. Le groupe a attiré environ 30 membres, principalement des parents éloignés, et des amis de la famille, qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Ils commentaient avec soutien et indignation, partageant des publications sur la maltraitance des personnes âgées, et sur le vol d'héritage. Quelqu'un a même lancé une pétition, exigeant que je rende l'héritage volé à ses propriétaires légitimes. Elle a recueilli 11 signatures, avant d'être supprimée pour violation des conditions d'utilisation. Ils ont contacté mon employeur, affirmant que je détournais des fonds. Une accusation très grave, qui a déclenché une enquête interne immédiate. L'équipe de sécurité de l'entreprise a passé 2 jours à auditer mes notes de frais, mes transactions financières, et l'historique de mes emails, avant de conclure que ces affirmations étaient totalement infondées. Mon responsable s'est excusé d'avoir dû enquêter sur moi, mais j'ai très bien compris qu'il n'avait pas le choix, étant donné la nature formelle de la plainte. Ils ont déposé des plaintes auprès de l'ordre des avocats contre Walter Harrison. Ils l'accusaient d'avoir commis une fraude, en aidant grand-mère Dorothy à déshériter sa propre famille. L'ordre des avocats a rejeté la plainte, après avoir examiné les documents de la fiducie et le témoignage vidéo de Dorothy, mais pas avant que Walter ait dû passer des heures facturables, à répondre à leurs absurdités. La tentative la plus effrontée a eu lieu lorsqu'ils ont contacté directement mon prêteur hypothécaire. Ils prétendaient que mon apport initial provenait de sources frauduleuses, et que le prêt devait être annulé. Ils ont même soumis des preuves, sous la forme de captures d'écran de publications Facebook, et de chronologies manuscrites qu'ils avaient créées eux-mêmes. Le service des fraudes de la société de crédit immobilier a tout examiné, et m'a envoyé une lettre, m'informant qu'ils n'avaient trouvé aucune irrégularité dans mon dossier. Mais ils voulaient m'informer de la plainte, pour mes propres archives. Mon père a même essayé de contacter des collègues de mon secteur d'activité, en inventant une histoire sur la façon dont j'avais volé l'argent de la famille, pour financer mon train de vie. Je l'ai découvert, lorsqu'un contact professionnel l'a mentionné en passant, autour d'un café, et « ton père m'a appelé la semaine dernière ». Il avait l'air vraiment contrarié par quelque chose.
Tout va bien? J'ai dû expliquer toute la situation à quelqu'un que je connaissais à peine professionnellement, juste pour protéger ma réputation. Chaque tentative a échoué de manière spectaculaire, mais ils ont continué d'essayer, parce que c'est ce que font les parasites, lorsque leur hôte se libère enfin. Ils s'étaient accrochés à ma réussite pendant si longtemps, qu'ils ne pouvaient pas concevoir une réalité, où cette poule aux œufs d'or avait définitivement quitté la gare. Le 11 juin 2024 est arrivé, avec un temps typique du Colorado. 30 degrés Celsius, avec une fumée de feux de forêt qui rendait l'atmosphère brumeuse, et donnait à l'air un goût de cendre. Le palais de justice se trouvait au centre-ville de Littleton. C'était un bâtiment moderne, avec des détecteurs de métaux, et des agents de sécurité ennuyés, qui avaient déjà vu toutes les nuances de dysfonctionnement familial imaginables. Mes parents se sont présentés, en ayant délibérément l'air pathétique. Ma mère portait une robe à 39 €, trouvée dans un rayon de déstockage. Ses cheveux étaient fraîchement teints, de cette couleur noire artificielle dont elle pensait qu'elle la rajeunissait. Mon père s'était glissé dans un costume de chez Walmart, beaucoup trop petit pour lui, et qui tirait de partout sur sa carrure imposante. Il jouait la carte des parents âgés en difficulté, et ils en tiraient parti au maximum. Leur avocat a commencé fort. Je dois bien lui accorder ça. Il a dressé le portrait d'une femme mourante et confuse, manipulée par un petit-fils calculateur, qu'il avait isolé de sa véritable famille. Il a souligné le peu de fois où je lui avais rendu visite par le passé, par rapport au temps que j'avais passé avec elle vers la fin. Il insinuait ainsi que j'avais surgi de nulle part, juste pour m'assurer de l'héritage. Ensuite, Walter Harrison s'est levé, et il a systématiquement détruit chacun de leurs arguments. Premièrement, les dossiers médicaux. L'oncologue de grand-mère Dorothy a témoigné, par le biais d'une déposition vidéo. Elle a affirmé que ma grand-mère avait obtenu un score de 29 sur 30, lors de sa dernière évaluation cognitive, 3 semaines seulement avant de signer les documents de la fiducie. Une cognition parfaite, et 0 signe de démence ou de déficience. Deuxièmement, les registres des visiteurs de la résidence assistée, où grand-mère avait passé sa dernière année. Je lui avais rendu visite 187 fois au cours de ces 12 mois. Mes parents, 4 fois au total. Et 3 de ces visites avaient eu pour but de lui demander de les aider, avec leurs problèmes d'argent. Troisièmement, des relevés bancaires, prouvant que ma mère avait retiré 8 400 € du compte de ma grand-mère en 2017. Elle avait utilisé une procuration que grand-mère avait révoquée dès le lendemain, après avoir découvert ce qui s'était passé. Mais la véritable bombe nucléaire est arrivée à la toute fin. Grand-mère Dorothy avait enregistré une vidéo sur son iPhone, en janvier 2018, 2 mois avant sa mort. Le téléphone avait été calé sur sa table de nuit, pendant qu'elle suivait sa chimiothérapie. Elle avait enregistré un message de 15 minutes, adressé à quiconque aura besoin d'entendre cela au tribunal. Walter l'a diffusé sur l'écran de la salle d'audience. Il y avait ma grand-mère, affaiblie par le traitement, mais avec encore une lueur de défi dans les yeux, s'adressant directement à la caméra. Si mon fils, Richard, et son épouse, Patricia, regardent ceci, cela signifie qu'ils essaient de voler Brett. Laissez-moi être très clair sur un point. Ce sont des parasites depuis le début de leur vie d'adulte. J'ai travaillé 60 heures par semaine, à nettoyer des maisons, pour que ma famille n'ait pas à lutter. J'ai économisé chaque centime, j'ai investi intelligemment, et j'ai construit quelque chose de réel. Ces deux-là ont passé leur vie sur le canapé, à se chercher des excuses, et à tenir les comptes de ce que tout le monde leur devait. Elle a fait une pause pour reprendre son souffle, le tube d'oxygène bien visible dans son nez. Brett a mérité chaque centime que je lui ai laissé, en étant la seule personne de cette famille, qui a travaillé pour obtenir ce qu'il a, au lieu d'exiger des aumônes. Il m'a rendu visite parce qu'il tenait réellement à moi, et non parce qu'il calculait son héritage. Il est le seul qui me rappelle comment j'étais autrefois. Affamé, déterminé, refusant d'abandonner. Si Richard et Patricia sont au tribunal pour essayer de lui enlever ça, alors j'espère que le juge les jettera dehors à coups de pied, sur leur derrière d'enfants gâtés. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort, lorsque la vidéo s'est terminée. La juge, l'honorable Margaret Stevens, une femme d'une 50aine d'années, qui avait clairement vu tous les drames familiaux imaginables, n'a même pas eu besoin de délibérer. Affaire rejetée sans possibilité de faire appel. Le tribunal estime que cette action a été déposée avec une totale mauvaise foi. Les plaignants sont condamnés à payer les frais de justice du défendeur, s'élevant à 18 200 €, dans un délai de 30 jours.
De plus, en raison de la violation de la clause de non-contestation, toute réclamation restante contre la succession de Dorothy Campbell est définitivement rejetée. Elle a regardé mes parents directement par-dessus ses lunettes de lecture. Je siège sur ce banc depuis 19 ans. J'ai vu des gens avides, des gens désespérés, des gens confus. Mais j'ai rarement vu deux personnes, aussi déterminées à profiter de la réussite de leur propre enfant, tout en n'y contribuant absolument rien eux-mêmes. Monsieur et Madame Campbell, votre plainte était frivole. Vos allégations étaient sans fondement, et franchement, vous devriez avoir honte. La séance est levée. Le marteau est tombé avec une impression de finalité absolue. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, pleurant de vraies larmes, cette fois. Les larmes d'une femme qui réalisait qu'elle avait tout misé, et qu'elle avait tout perdu. Mon père est simplement resté assis là, à fixer le sol. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme s'il voulait dire quelque chose, mais qu'il n'arrivait pas à formuler de mots. À l'extérieur du palais de justice, où la chaleur de juin faisait tout vaciller, ma mère a tenté une dernière manipulation. La neige, de la tempête record de l'hiver dernier, avait finalement fondu. Mais, d'une manière ou d'une autre, l'air me paraissait encore froid, lorsqu'elle s'est approchée de moi sur les marches du tribunal. « Brett, s'il te plaît. Le camping-car a été saisi le mois dernier. Nous vivons dans un motel de long séjour. La tension artérielle de ton père crève le plafond. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. N'as-tu donc aucune compassion ? » Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai regardé cette femme, qui m'avait forcé à porter le même jean 3 jours d'affilée au collège, afin d'économiser sur les frais de lessive. Celle qui m'avait dit, à 16 ans, que si je mettais une fille enceinte, elle s'assurerait que je soutienne l'enfant tout seul, pendant qu'ils garderaient leur argent pour leurs propres urgences. Celle qui avait dépensé mon fonds universitaire, pour acheter une multipropriété dans le Missouri. Vous avez fait vos choix, ai-je répondu doucement. Chaque jour, pendant 32 ans. Ce n'est que la conséquence de ces choix, qui finit par vous rattraper. Je me suis éloigné, et je n'ai pas regardé en arrière. Le reste de l'année 2024 a été paisible, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas seulement par l'absence de drame. Mais par cette paix véritable, qui vient du fait de savoir que j'avais enfin éliminé la pourriture, qui empoisonnait ma vie depuis 3 décennies. Cet automne-là, j'ai terminé les rénovations de la maison, qui était devenue bien plus qu'un simple bâtiment. C'était la preuve que je pouvais construire quelque chose de durable, sans leur implication. J'ai dépensé 42 000 €, pour une rénovation complète de la cuisine. J'y ai installé des comptoirs en granit, des armoires sur mesure, et cette cuisinière à gaz à 6 feux, dont je rêvais depuis que je regardais des émissions de cuisine dans mon enfance. La cuisine est devenue ma pièce préférée. C'est l'endroit où je préparais des dîners le dimanche, qui remplissait la maison d'odeurs de nourriture, cuisinée avec soin, et non par obligation. J'ai construit une terrasse pour 28 000 €, qui m'a offert ces vues sur les montagnes que je cherchais tant, depuis mon arrivée à Denver. Je passais mes matinées là-bas, avec mon café. Je regardais le lever du soleil peindre les sommets en orange et en rose, ressentant de la gratitude pour cette vue que mes parents ne partageraient jamais, car ils avaient eux-mêmes brûlé les ponts. Chaque amélioration me donnait l'impression de construire ma vie, sur des fondations qui étaient réellement stables. La maison est devenue un reflet de qui j'étais, sans leurs critiques, et sans leurs exigences constantes. Organisée, conçue avec soin, et pensée pour le long terme, plutôt que saignée à blanc pour une commodité à court terme. Ma jeune sœur, Jenny, a emménagé dans l'appartement du sous-sol, après avoir obtenu son diplôme d'infirmière. Je l'ai laissée vivre là sans payer de loyer, le temps qu'elle économise pour son propre chez-soi. C'est quelque chose que nos parents n'auraient jamais fait, pour aucun de nous deux, sans y attacher de conditions, et sans tenir un registre de ce que nous leur devions. Jenny et moi avions toujours été proches, malgré le chaos de notre éducation. Elle avait 12 ans quand je suis parti pour l'université, et j'avais essayé de la protéger du pire des dysfonctionnements de nos parents, même si je réussissais tout juste à garder la tête hors de l'eau. Maintenant, tous deux adultes, et libérés de leur manipulation, nous pouvions enfin construire la relation de frères et sœurs que nous n'avions jamais eu le droit d'avoir. Nous nous asseyions sur cette terrasse, à boire du café, et à parler de tout sauf d'eux. Elle me racontait des histoires sur son école d'infirmière, les patients difficiles, ses incroyables mentors, et la carrière qu'elle construisait à force de travail acharné. Je lui parlais de mes projets de travail, de mes plans d'amélioration de la maison, et de la vie que j'étais en train de me créer. Parfois,
nous parlions de notre enfance, mais toujours au passé. Comme si nous discutions d'une histoire ancienne, plutôt que de blessures qui étaient encore en train de guérir. Elle aussi avait coupé les ponts avec nos parents, après avoir vu comment le procès s'était déroulé. Après les avoir regardés essayer de me détruire au tribunal. Après avoir réalisé que les liens du sang ne font pas d'une personne votre famille, si elle ne peut pas faire preuve d'une décence humaine élémentaire. Je pensais que c'était moi le problème, a-t-elle admis un soir, alors que nous faisions des grillades sur la nouvelle terrasse. Je me disais que, si j'étais d'une manière ou d'une autre une meilleure personne, ils m'aimeraient comme des parents sont censés aimer leurs enfants. Et puis, j'ai vu ce qu'ils ont essayé de te faire, et j'ai réalisé qu'ils ne s'étaient jamais agi de nous. Ce sont juste des gens brisés, qui n'auraient jamais dû avoir d'enfants. Cette conversation signifiait plus pour moi, qu'elle ne l'avait probablement réalisé. Savoir que je n'étais pas seul dans cette expérience. Savoir que quelqu'un d'autre avait vécu ce même dysfonctionnement, et s'en était sorti, a rendu l'isolement de ces années-là beaucoup moins dévorant. En novembre 2024, j'ai reçu une lettre, transférée depuis mon ancienne adresse. L'écriture de ma mère était tremblante, et désespérée. Brett, nous sommes expulsés le 1er décembre. Ton père est à l'hôpital avec des douleurs thoraciques, et nous avons 47 000 € de factures médicales. Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. Juste 25 000 €, pour prendre un appartement, et nous aider avec les frais médicaux. Pour l'amour de ta grand-mère, s'il te plaît. Je l'ai lu 2 fois. J'étais assis dans mon bureau à domicile, celui que j'avais aménagé dans le sous-sol, avec ce magnifique bureau que j'avais commandé sur mesure. Ensuite, je l'ai porté jusqu'à la cheminée. Une belle cheminée en pierre, que j'avais fait installer pour 12 000 €. Et j'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir, pendant que le feu le consumait. Certains feux détruisent les choses, d'autres les purifient. 18 mois plus tard, en mars 2026, j'ai épousé Kelly. Une institutrice de CE2 originaire de Park Hill, avec des taches de rousseur, et un rire qui pourrait illuminer une pièce entière. Nous nous sommes mariés dans ma cour arrière, sous les trembles que j'avais plantés, leurs feuilles commençant tout juste à bourgeonner avec l'arrivée du printemps. Jenny était mon témoin. Mon cousin, qui s'était réellement occupé de grand-mère Dorothy, a pris l'avion depuis le Nouveau-Mexique. Pas un seul parent toxique n'a reçu d'invitation. Parfois, la nuit, lorsque la maison est calme, à l'exception de la respiration de Kelly, et de notre chien dormant au pied du lit, je repense au 14 septembre 2023. À quel point j'ai failli les laisser me faire culpabiliser, pour céder ne serait-ce qu'une partie de ce que j'avais gagné. Mais la voix de grand-mère Dorothy résonne toujours clairement dans ma mémoire, tu as mérité tout cela, en ne devenant pas comme eux. L'hypothèque est maintenant remboursée. Des paiements de capital supplémentaires, effectués grâce à des primes au travail, ont permis d'y arriver avec 2 ans d'avance. Le fonds en fiducie a atteint 1,8 million €, grâce à des investissements prudents. Je suis bénévole pour entraîner des jeunes dans des équipes sportives. Et j'accompagne des enfants, issus de foyers brisés, par le biais d'une association locale qui enseigne l'éducation financière. Je vis la vie que mes parents disaient impossible, à moins que je n'aide la famille, en sacrifiant mon propre avenir pour leur confort. Et chaque fois que je tourne ma clé dans cette serrure, ma porte, ma maison, je souris. Parce que certaines personnes ne se contentent pas de sortir les poubelles. Ils brûlent toute la benne à ordures, et construisent quelque chose de magnifique sur les cendres. La famille élargie est devenue très silencieuse, au cours des 2 dernières années. Plus personne ne m'invite aux réunions de famille, ce qui me convient parfaitement. Les rares parents qui m'ont contacté l'ont fait pour s'excuser discrètement, de ne pas avoir dénoncé plus tôt le comportement de mes parents. Apparemment, tout le monde le voyait, mais personne ne voulait s'en mêler. Mes parents sont toujours en vie, pour autant que je sache. Ils vivent dans des logements sociaux à Aurora, survivant avec la sécurité sociale de mon père, et avec toute l'aide qu'ils peuvent extorquer, par la culpabilité, aux quelques parents qui acceptent encore de prendre leurs appels. Quelqu'un m'a dit que mon père avait essayé d'obtenir une hypothèque inversée sur leur maison, mais que cela lui avait été refusé, parce que son crédit est détruit, à cause des frais de justice et des dettes impayées. Ma mère a soi-disant essayé d'écrire une longue publication de révélation sur Facebook, à propos de son fils ingrat. Mais le message a été supprimé, lorsque quelqu'un l'a signalé pour harcèlement. Je ne prends pas de leurs nouvelles. Je ne pose pas de questions sur eux. Je n'envoie pas de cartes de Noël, ni de vœux d'anniversaire. Ils ont voulu traiter la famille comme un bilan comptable.
Très bien. Le compte est fermé, et ils sont définitivement dans le rouge. Kelly me demande parfois s'il m'arrive de penser à me réconcilier avec eux. Elle a des parents qui l'aiment vraiment, et de façon inconditionnelle. Le genre de parents qui sont présents à chaque événement, qui célèbrent ses réussites sans aucun ressentiment, et qui aident sans tenir de compte. Elle ne comprend pas tout à fait ce que c'est, d'être élevé par des personnes qui vous voient comme un investissement, plutôt que comme un être humain. Mais elle essaie de comprendre. Ce qui est bien plus que ce que je peux dire, pour la plupart des gens. Je lui dis la vérité. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Certaines personnes vous videront de votre énergie, si vous les laissez faire. Et la seule façon de survivre, c'est de couper les ponts complètement, avant qu'ils ne vous saignent à blanc. Elle a eu du mal avec ce concept au début. Elle vient d'un foyer aimant, où les conflits se résolvent par une communication honnête, et un respect mutuel. L'idée que des parents puissent être si fondamentalement brisés, qu'ils ne valent pas la peine de faire des efforts pour arranger les choses, ne cadrait pas avec sa vision du monde. Puis, je lui ai montré certaines des anciennes lettres, et des anciens messages d'avant. Le procès, les tentatives de culpabilisation, les menaces, et la manipulation minutieuse déguisée en inquiétude. Ces mots exacts, après avoir lu ne serait-ce qu'un échantillon, ont été « ces gens sont absolument fous ». Ils ne sont pas fous, l'ai-je corrigé. Ils sont juste complètement égocentriques, et ils s'estiment tout permis. La folie serait presque plus facile à pardonner, car ce ne serait pas un choix. Eux, ils ont choisi d'être ainsi, chaque jour, pendant des décennies. Elle comprend maintenant. Elle n'insiste plus sur une éventuelle réconciliation, ou sur la guérison familiale. Elle a accepté que certaines blessures ne guérissent pas. Elles deviennent simplement des cicatrices, avec lesquelles on apprend à vivre. Le mois dernier, j'ai reçu un message sur LinkedIn de la sœur de mon père. Une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle voulait m'informer que mon père avait eu une crise cardiaque, mais qu'il y avait survécu. Elle a pensé que je devrais le savoir, au cas où je voudrais le contacter, et tendre une branche d'olivier pendant cette période difficile. Le message était soigneusement formulé, de façon à me faire culpabiliser, sans dire directement que je devais me sentir coupable. Une technique classique de manipulation familiale, à laquelle j'étais devenu immunisé au fil des années. J'ai lu le message 3 fois. J'ai soigneusement réfléchi à ma réponse. Puis, je l'ai supprimé sans répondre.